Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier, le premier podcast sur l'e-commerce et le retail en France. Dans cet épisode sur YouTube aujourd'hui, je vous propose la rencontre de Nicolas Thébault qui est en charge de la communication de la marque et du digital, du e-commerce évidemment, pour Le Mailleux, Maison Le Mailleux, qui est un fabricant de vêtements made in France. C'est le plus court chemin entre un fabricant et un consommateur aujourd'hui. Ils créent leur propre marque, la Maison Le Mailleux, qu'ils vendent en direct sur le site internet, mais ils produisent aussi pour de nombreuses marques comme 1083, Monlimar, Jules, Promode ou Archiduchesse et plein d'autres encore. Dans cet épisode passionnant, on parle du Made in France, du pricing et de la structure de coût quand on fait du Made in France. On parle de l'histoire de cette marque qui est bientôt centenaire. Elle a été créée dans les années 40, donc on a presque 80 ans aujourd'hui. On parle de distribution, on parle de pricing, de CRM et de toutes les manières qu'ont eu cette marque qui s'est réinventée, qui a dû faire justement le choix de marques et des marques qu'elle distribue depuis 2018 et son rachat. Je vous souhaite un très bel épisode. N'hésitez pas à vous rendre sur lemailleux, LEMAHIEU.com ou à aller contacter Nicolas Thébault, T-H-E-B-O-U-D sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune émission du panier. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. Je fais une intro un peu plus lente que d'habitude, c'est bien, je prends le temps. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Thébault, qui est responsable de la marque, de la communication, du commerce digital pour Maison Le Mailleux. Maison Le Mailleux, c'est une marque qui fabrique des vêtements, une marque fabricante d'ailleurs, tu me l'as dit, telle quelle, de vêtements made in France, qui essaie de raccourcir au maximum le chemin entre la fabrication et le consommateur. Et aujourd'hui, c'est le cas, parce qu'il n'y a presque aucun intermédiaire. Une marque qui a été créée en 1947, dont on va parler, une belle aventure qui a connu des hauts et des bas, qui a été rachetée il y a une dizaine d'années, mais pas tant que ça, en 2018, par Martin Brevard et un associé pour reprendre, relancer cette belle endormie. Est-ce qu'elle était endormie ? Je dirais pas qu'elle était endormie, je dirais qu'elle a eu plusieurs vies, pour le coup, et qu'il fallait lui trouver une nouvelle vie. Lui trouver une nouvelle vie. Marque fabricante, tu vas nous expliquer ce que c'est, mais en gros, vous produisez pour des marques, 1083, les jeans Archiduchesse, Monlimar, Jules, Promode, entre autres, tu m'en citeras d'autres, que vous pouvez aller trouver sur Internet. Mais vous aviez aussi historiquement une marque, ou même peut-être plusieurs, oui, et donc la question s'est posée de savoir comment est-ce qu'on arbitre et sur quelle marque on arbitre pour lancer le D2C, le Direct to Consumer, qui pèse aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires, qui en pesait 20 dans le passé, et l'objectif c'est d'équilibrer, voire d'inverser la tendance. On va parler de distribution, on va parler de prix, on va parler du Made in France, le MIF, tu m'as dit, je t'ai dit mais c'est quoi le MIF ? Le Made in France, je l'avais jamais entendu comme ça je crois. On va parler de transmission dans un métier. Vous êtes entreprise du patrimoine vivant, tu nous diras ce que c'est, mais dans un métier pour lequel on est connu, on a tendance à les fabriquer ailleurs, et ben c'est dommage. On va vous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne le savent pas, qu'un bonnetier. Et voilà, ça nous fait un beau programme. Un grand merci à l'agence 202 d'ailleurs, agence PrestaShop, qui a permis cette mise en relation. Salut Mathieu. Salut Mathieu, et surtout, bienvenue Nicolas. Bonjour, merci. Qu'est-ce que c'est Maison Le Mailleux ? Et je veux bien que tu rapproches un peu le micro, ou le micro de toi, voilà, comme tu veux. Je suis là. Maison Le Mailleux, c'est une marque fabricante, c'est notre marque propre. Donc marque fabricante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a cette chance incroyable chez Le Mailleux de posséder notre propre bureau de style, de posséder notre propre atelier de tricotage, c'est-à-dire qu'on achète le fil, on va venir le tricoter directement chez nous, il n'y a pas d'intermédiaire ici. On a cette chance absolue d'avoir aussi notre atelier de coupe, de confection, et puis de bout en bout, notre plateforme logistique qui nous permet en fait d'envoyer tous nos produits à l'ensemble de nos clients professionnels ou particuliers. Donc voilà, une marque fabricante, c'est tout ça, et c'est assez spécifique chez Le Mailleux. Et il en reste que quelques-unes en France. Il en reste quelques-unes en France. On s'accroche, on est là, mais l'aventure est belle. L'aventure est belle. Tu es arrivé en 2018 au moment du rachat. Un
petit flashback créé en 1947. Tout à fait, créé en 1947 par Henri Lemayeux, donc c'est une vraie personne, hein. L'histoire, en fait, elle a commencé dans le sous-sol de sa maison après-guerre. Il voulait être architecte et puis finalement, après-guerre, il s'est dit comment je peux aider finalement mon pays. Eh bien, ni une ni deux, il a acheté un premier métier à tricoter circulaire et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Il a créé des sous-vêtements, des premiers sous-vêtements. Et puis de fil en aiguille, l'aventure a pris fortement. Il s'est fait un peu expulser de la maison familiale et du quartier, puisque quelques petits Ça dérangements, faisait trop de bruit. beaucoup trop de bruit, les camions, etc., etc. Et finalement, il a trouvé un terrain agricole à Saint-André-les-Lilles, où on est toujours aujourd'hui, et où, du coup, il a pu construire un atelier, puis deux, puis trois, puis quatre. Et aujourd'hui, sur un peu plus de 10 000 mètres carrés, on a l'ensemble de la chaîne de production, donc tout intégré, de sous-vêtements et de vêtements. Ok. Il a produit pour lui ou pour d'autres? Alors, au début, Il a toujours été fabricant? il a toujours été fabricant. Il a produit au tout début pour lui, hein, sous la marque, sous une marque qui n'avait pas forcément de nom en fait à l'époque, mais dès les années 60, elle s'est appelée HL, cette marque. Donc HL, hein, c'est un jeu de mots. ACHEL. Voilà, un jeu de mots avec ses initiales Henri Lemayeux, HL. Quand tu prononces vite, ça fait HL. Ouais. Voilà, donc toute l'histoire a commencé comme ça. Et puis en fait, au fur et à mesure, il est allé trouver des partenaires, donc des marques ou des distributeurs. Il y a eu Pierre Cardin, il y a eu le slip français. Il y a eu tout un tas de fabricants qui sont effectivement venus pour venir faire fabriquer finalement toute ou partie de leurs vêtements et sous-vêtements chez nous. Et donc, il est monté jusqu'à, tu me disais, historiquement, 80% de fabrication pour d'autres marques. Exactement. Il y a eu cette marque HL qui a toujours été là, qui a toujours été vendue finalement dans un réseau de distributeurs indépendants. Qui a forcément vieilli. La marque, elle a vieilli finalement avec son réseau. C'est une marque qui n'a pas forcément été renouvelée, alors volontairement ou involontairement, je ne sais pas. En tout cas, elle a vécu longtemps sur ses acquis, sur cette marque-là. En revanche, le Maillot a essayé de développer plein d'autres marques. On a travaillé sur du paramédical, on a fait de la culotte d'incontinence, on a fait ce qu'on appelle des cosmétotextiles, c'est-à-dire qu'on a encapsulé des particules d'huile essentielle dans les vêtements. Il y a eu franchement une vie assez incroyable sur cette marque-là, et puis toujours vendue donc, dans un réseau indépendant. Le contexte en 2018, il était forcément pas le même qu'au démarrage de l'entreprise. Il a fallu faire des choix. Entreprise familiale, hein, Entreprise juste familiale. Donc, Henri Lemayeux, HL. Exactement. J'ai compris Henri maintenant. Lemayeux. Sa fille, je crois, Edith, qui prend la direction. Et un jour, ce rachat par Martin Brevard et un associé. Exactement. En fait, l'entreprise était. Edith et son mari, donc Olivier Diers, partaient à la retraite. Choix a été proposé aux enfants de reprendre l'entreprise. Ils n'ont pas accepté. On peut les comprendre, hein. L'histoire du textile, il y a quand même beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'est un peu compliqué. Ils ont vécu toute leur enfance autour de cette entreprise. Ils n'ont pas forcément voulu, en fait. Ils se sentaient pas les épaules assez larges finalement pour assumer, en fait, sans emploi, sans collaborateurs, la vie finalement en jeu de ces collaborateurs. Ils n'avaient pas les épaules assez larges. Ils ont préféré en fait rester dans l'entreprise comme simple employé, simple collaborateur. Et puis donc Martin qui a racheté l'entreprise avec Loïc Barthes en 2018. Quel objectif? Pourquoi ils rachètent le Maillot et qu'est-ce qu'ils veulent en faire L'objectif en 2018? En 2018, il y avait une entreprise qui était connue, qui était reconnue dans le milieu professionnel. C'est une entreprise qui a toujours su innover. Et en même temps, c'est une entreprise qu'il fallait quand même relancer. Une entreprise qui n'a pas forcément pris le tournant du digital en 2018. Le commerce, il évolue. Le commerce tel qu'on le faisait il y a 20 ans n'est pas le même que celui d'il y a 10 ans, encore moins que celui d'il y a 5 ans. Et du coup, Martin et Loïc, c'était l'occasion de se dire, allez, on va investir sur le digital, on a des belles marques, des marques propres, et on va essayer de voir ce qu'on peut en faire pour essayer justement d'aller à la rencontre de nos propres clients directement. Et c'est à ce moment-là qu'ils rachètent avec cet objectif, et c'est à peu près à ce moment-là que tu arrives. Exactement. On parle d'une grosse centaine d'employés, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, on est monté jusqu'à 150 personnes, on est 100 personnes aujourd'hui. 100 personnes aujourd'hui. 100 personnes, Okay. voilà, principalement côté atelier. Ok. Je te le disais quand on préparait cet entretien, et pour vous qui m'écoutez
souvent ou pas, vous le savez peut-être, mais moi, il y a un truc que j'adore, c'est ce que j'appelle les startups centenaires. Ces sociétés qui ont un savoir-faire, un patrimoine euh, ancestral, unique, singulier, et qui doivent se réinventer sans se travestir, faire des choix. Et donc, toi, tu arrives à ce moment-là sur un sujet. Enfin, l'un des sujets qui se pose, en tout cas, l'un des premiers sujets, c'est le sujet de la marque. Parce qu'il y a Le Maillot, la maison Le Maillot, pas encore. Il y a Pas HL. encore, voilà. Tu m'as dit qu'il y en a d'autres, mais qui sont dormantes ou Il y mortes. avait Ouais. tout un tas de marques effectivement qui étaient chez nous. Il y avait la marque en tant que fabricant, donc le Maillot. Et puis Martin, il me dit, ben voilà, on doit aller sur le digital, ta carte blanche, comment on fait pour essayer de faire vivre justement l'entreprise sur Internet. Et c'est comme ça que Donc l'histoire cet a objectif commencé. de le faire vivre indépendamment des sociétés pour lesquelles vous fabriquez, donc de moins reposer Exactement. sur l'extérieur et de maîtriser un peu son propre destin. Exactement, pour une raison toute simple, c'est que l'entreprise a presque 80 ans. Dans les 80 ans, bah, évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On a vite vu que quand on était dépendant du marché, bah, ça pouvait courir à la catastrophe pour l'entreprise. Et l'idée qu'avait Martin derrière, c'était de se dire si on a une marque propre, notre marque à nous, une marque forte, eh bien peut-être qu'on sera moins dépendant du marché et on pourra sauvegarder les emplois, continuer à fabriquer en France et à faire vivre justement l'industrie française. C'est comme ça que l'histoire finalement a commencé en 2018. Cette volonté de continuer à faire vivre et à pérenniser finalement un savoir-faire français. Qu'est-ce que tu passes dans ton tamis quels sont les filtres de ton tamis pour savoir quelle marque tu vas garder, comment tu vas t'appeler? Tu aurais pu t'appeler Tartampion, tu aurais pu garder ce nom historique, tu as choisi de le faire d'ailleurs. Raconte-moi un peu ce process. Euh, et peut-être qu'avant ce process, euh, on parle un tout petit peu de ton passé parce qu'il est intéressant. C'est vrai que je t'ai pas présenté, je t'ai pas demandé de te présenter, mais c'est quelque chose sur lequel tu avais déjà travaillé. Réfléchir à la marque, rajeunir une audience, à la Forfouille, chez Williams. Oui, ce sont des sujets qui me passionnent. Plus que le sujet de marque, hein, c'est de se dire, tu as un challenge, tu as aujourd'hui une marque, que tu sois distributeur ou marque sur Internet. Ton objectif, c'est que tu as une cible que tu connais, qui est celle que tu as toujours eue finalement. Sauf que tu te dis, pour te développer, pour te réinventer, il faut peut-être aller chercher une cible un petit peu différente. Et tout cet enjeu, c'est de se dire comment tu fais. Voilà. Donc effectivement, chez Williams, VP6, c'est un historique, vente par correspondant, donc De sur des fleurs. catalogues papier, voilà, en vendant des fleurs. Cet objectif à l'époque, c'était d'avoir un site web et de rajeunir la cible, donc d'aller vers les personnes qui avaient 50 ans, qui sont aussi experts en jardin, qui ont un peu de temps et qui ont surtout aussi l'argent et l'envie de faire un jardin. Donc ça, c'était le premier challenge. Et puis après, tu avais la foire fouille. Donc là, c'était pas un sujet de rajeunir la marque, c'était surtout se dire, on a une marque qui est incroyable, qui est connue partout en France, mais qui n'a pas pris justement sur la partie digitale. Clairement, la Forfouille ne vivait pas sur la partie digitale. Pourquoi? Parce qu'il y avait 200, 250 magasins et que la priorité, c'était de tout donner aux magasins. Moi, lorsque je suis arrivé, l'objectif, c'est de se dire, attendez, on a 250 magasins, c'est formidable, c'est une occasion en or. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, hein, tous les DNVB ne jurent que par les magasins aujourd'hui, donc c'est quand même sympa. Donc à la Foire-Fouille, il y avait ces magasins, il y avait un petit site web qui était juste un site vitrine, et l'idée, c'était de prouver à tous les franchisés que le site web de l'enseigne pouvait leur ramener des personnes en magasin, donc de leur générer du chiffre d'affaires. Et là aussi, c'était une aventure assez incroyable. Oui, avec un enjeu qui est particulier, parce que tu as des franchisés en face de toi qui n'ont pas forcément envie que tu ailles les concurrencer ou les cannibaliser sur leur Ouais, zone. ouais. Et puis un franchisé, en fait, effectivement, ils étaient 250. J'avais pas un patron, mais j'avais 250 patrons finalement, qui sont bien loin des enjeux de communication, de charte, de logo, de discours client. En fait, c'est des vrais commerçants au sens terrain. Donc toute cette partie communication, en fait, ils s'en foutent. Et d'ailleurs, ils la comprennent pas. Et c'est en ça que c'était génial parce il fallait semaine après semaine les convaincre du bien fondé et de travailler ta com, de travailler ton logo, d'avoir un discours commun pour travailler la notion d'enseigne, puisque finalement, la Foire Fouille, c'est pas 250 enseignes, c'est une enseigne qui regroupe 250 magasins. Ouais, tout à fait. Et donc, tu arrives chez Le Le Maillot Maillot. à l'époque. Il y a des marques et on te dit lance-toi sur le D2C, ta carte blanche. Quelle marque tu choisis et comment tu fais ton choix? Alors, ça marche pas tout à fait comme ça, c'était de se dire, voilà, j'ai carte blanche, j'ai clairement zéro budget, et j'aime bien un peu ce défi, parce que je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses avec
pas grand-chose, en tout cas pas beaucoup d'argent. Et puis avant de partir finalement tout azimut, je me suis dit: «Attends, état des lieux, le Maillot, c'est quoi? C'est qui?» Déjà sur internet, quand on tape sur Google Le Maillot, il en ressort quoi? Et tout est parti de là. Rapidement, tu t'aperçois que Le Maillot a déjà, une certaine légitimité, est déjà connu en tant que fabricant, que, un client particulier quelque part, c'est ni plus ni moins qu'une personne qui peut être professionnelle. Et du coup, à partir de là, je me suis dit: «Bah, si mon pro, c'est aussi mon particulier, bah, je vais fusionner, tous les sites qui vivotaient, les uns avec les autres sur les différentes marques, sur la marque fabricante, et cetera, pour en faire un seul site, lemaillot.com, sur lequel je vais retrouver l'offre produit de lemaillot.com, de Le Maillot». Voilà. Il y a des produits que vous faites pour d'autres que vous vendez aussi. Il y a certainement des produits que vous faites pour d'autres que vous vendez pas. Pas du tout. Non. Je l'ai mis en ligne justement. Alors, c'était l'une des premières questions que j'avais posées à Martin à l'époque. Mais non, non, on ne pouvait pas se permettre de vendre les produits des autres marques. C'était pas dans les contrats, c'était pas dans l'enjeu. Donc il y a vraiment que notre offre produit finalement au catalogue. Donc tout le monde est exclusif en fait. Exact. Maison Le Maillot comme les Voilà. produits pour les. Ok. Et en fait, cette offre-là, à l'époque, c'était incroyable, mais c'était finalement notre offre vitrine. C'est-à-dire que un professionnel pouvait très bien voir qu'on savait faire du t-shirt, qu'on savait faire du slip, qu'on savait faire du boxer, qu'on savait faire tout un tas de produits dans notre cœur de métier. Et quelque part, alors oui, le look était pas forcément hyper sexy, hyper sympa, il n'y avait pas vraiment de notion de marque. Encore une fois, c'est une marque qui a plutôt vieilli, mais c'est pas grave, je suis allé chercher les quelques pépites, tac tac tac, j'ai appelé des potes, on a refait quelques shoots photos, et puis tu remets en fait en ligne ton produit, tu retravailles le nom de ton produit, un t-shirt à l'époque, lorsque je suis arrivé, ça s'appelait un chemisier. Pour moi, un chemisier, enfin une chemise, pour moi, c'était plutôt une chemise. Une chemise. Voilà, Ouais. voilà. Donc je comprenais pas pourquoi un t-shirt, on appelait ça une chemise. Et donc il a simplement au début, de manière très logique, renommé correctement les produits, arrêté avec des prix qui étaient franchement tarabiscotés, hein, des prix j'en sais rien, à 32,94 €, très très bizarre. Donc j'ai d'abord cleané tout ça sur le site web, remis à jour les produits que j'estimais être comme des pépites, hein. On parle beaucoup du Marcel. Le Marcel, c'est pas un produit nouveau, hein, c'est un produit qui existe depuis 40 ans. Même plus, même, voilà. ouais. Et ben, il se trouve que le Marcel, Marcel, c'était pas les mecs qui vendaient. Ah non, pardon, c'est les chandails. Le chandail, c'était c'est pas le pareil. vêtement des mecs qui vendaient de l'ail au Halles. Mais le Marcel, c'était le vêtement des mecs qui portaient, je crois, les. C'était surtout un vêtement américain et Il y a et ouais. c'était voilà, il y a une histoire quand même assez forte sur ce Marcel. Le côté travailleur, et puis aujourd'hui on s'aperçoit que d'un tricot de peau, puisque c'était un tricot de peau, hein, c'était un sous-vêtement, aujourd'hui ça devient plutôt aussi un vêtement, donc du prêt-à-porter. Et bah, typiquement le Marcel, ouais, c'est un des produits qui était dans le catalogue de la marque, qui vivotait, et hop, bah, tu le nettoies un peu, tu refais ta fiche produit, tu refais un shoot photo, et paf, on y va, ça te fait un premier produit tout propre, et l'histoire commence aussi comme ça. Et comment est-ce qu'elle continue? Alors, comment elle continue? Eh bien, on a eu cette... Les autres, on les met au placard. Hein. Alors non, non, les marques... HL et. la marque HL continue de vivre dans ce réseau Ok. de magasins. Elle est toujours sur Internet, jusqu'à il y a encore 3 ans, allez 2 ans. Toujours sur Internet. On ne change rien, c'est juste qu'on commence en fait petit à petit, je commence à améliorer l'offre, à la retravailler un petit peu. Avec les équipes, on commence à lui rajouter des nouveaux coloris. On commence à retravailler l'élastique de nos boxers. On commence à ajouter quelques t-shirts supplémentaires. Toujours sur la marque HL. Sur la marque HL. Toujours ok. sur la marque Qui HL. vit sur son propre site? Qui vivait sur le site lemaillot.com. Ok. Un seul site, lemaillot.com, c'est Ok. Le Maillot qui vend. En fait, je suis parti du principe que les gens, qu'ils achètent la marque HL par Le Maillot, ou qu'ils achètent du Le Maillot, en fait, quand tu parles avec les gens, ils achètent du Le Maillot, point barre. Donc le mot-clé qui revient, c'est Le Maillot. Ok. Donc la notion de marque, pour moi, je ne la travaillais pas encore à ce moment-là. J'ai estimé qu'on n'était pas Ah oui, assez... on le trouve dans les classiques si vous êtes sur le site. ouais, dans les classiques HL. Lemaillot.com. Je n'ai pas appelé, mais c'est écrit. Hein, Lemahieu. C'est écrit dans le titre de l'épisode. Et vous avez dans les menus les classiques HL. Ok. Voilà, donc c'est une offre qu'on a fortement réduite aujourd'hui, hein, mais à l'époque c'était l'intégralité de l'offre sur le site. Et en fait, au fur et à mesure, cette offre elle s'est développée avec les équipes. On a fait des tests de coloris, on a travaillé de nouveaux produits, etc., etc. Et puis il y a eu en 2020 cette formidable opportunité avec les culottes menstruelles, qui a été quelque part pour moi, je ne te l'ai pas dit avant ça, les culottes menstruelles, qui a été en fait pour moi un vrai cheval de Troie pour justement relancer le site internet. Alors pourquoi, tu vas me dire? Pourquoi?
Bah, en fait, la culotte menstruelle, c'est pas un nouveau produit pour le maillot. Je t'ai dit que dans la longue Vous vie faisiez de nos marques, on faisait des culottes Ouais, d'incontinence. Alors, d'incontinence. les Ouais. femmes détestent lorsque je dis ça, mais finalement, une culotte menstruelle, c'est ni plus ni moins qu'une culotte d'incontinence retravaillée. Voilà, donc on avait déjà cette expertise Ok. de la lingerie paramédicale. Il se trouve que la lingerie menstruelle a explosé. Il y a de nombreuses marques qui ont été lancées sur ce créneau-là. On en a fait partie. On a travaillé avec plein de marques justement aussi sur ce produit-là. Et c'est aussi comme ça que moi je suis allé finalement titiller une nouvelle cible qui ne nous connaissait pas, mais qui appréciait le fait d'acheter une culotte menstruelle directement à un fabricant. Parce que sur tes parties intimes, tu te dis, faut quand même faire gaffe à ce que tu achètes, en termes de qualité de la matière, en termes de produits chimiques qu'il peut y avoir sur certaines matières, etc., etc. Donc, quelque part, on a gagné la confiance de nos nouveaux clients grâce à la culotte menstruelle. Grâce à la culotte menstruelle en 2020, En 2020, époque du exactement. Covid. Ok. Marché Ok. qui a explosé et qui s'est malheureusement derrière effondré, puisque derrière des très grands industriels en masse qui fabriquent en dehors de la France sont venus évidemment investir le marché en baissant très fortement les prix. Donc tu gardes HL, que tu ne laisses pas mourir de sa belle mort, puisque tu doucement renouvelles la gamme, les coloris. On renouvelle le shoot photo, c'est important, Sur HL aussi. sur HL aussi. Ok. En fait, HL, je l'ai gardé jusqu'à il y a encore 1 an. Ok. Voilà, c'est juste que j'en parlais quasiment pas. Je me concentrais de Le Maillot. Voilà, je parlais que de Le Maillot. Certes, quand tu recevais ton produit, c'était marqué HL par Le Maillot, mais il y avait toujours le petit mot Le Maillot. Ok. Donc HL jusqu'à 1 an. HL par le Maillot. Le Maillot qui est le fabricant en B2B pour d'autres marques. Et la maison Le Maillot. Et vous rajoutez maison. Alors, on rajoute maison il y a 1 an, à partir du moment où on a estimé que l'offre d'HL qu'on avait transformée était arrivée finalement à maturité. C'est-à-dire qu'on a rajouté du prêt-à-porter, on a rajouté des t-shirts en lin français, filés en France, tricotés en France, on a garanti 5 ans, ça c'est important. On a rajouté des sous-vêtements, on a rajouté donc pour les hommes, pour les femmes, etc. Bref, on a travaillé cette offre. Une fois que l'offre a été mature, on s'est dit, on peut décemment pas garder la marque HL parce que elle vient finalement être en total bisbille avec la gamme classique HL qui reste là, qui est toujours vendue dans un certain nombre de magasins. Et quelque part, quoi que tu fasses, le mot HL, il fait vieux, il est hyper clivant. Et en plus, il représente pas grand-chose, je trouve. Du coup, on a rebrandé cette nouvelle offre historiquement HL, vers du Maison Le Maillot. On a écarté l'ancienne collection d'HL, qu'on a gardée sur la marque HL. Et tout ce qui était nouveau, on l'a rebrandé en Maison Le En Maillot. maison Le Maillot. Et Maison Le Maillot, pourquoi pas pour faire joli. Il y a 2 objectifs. Le premier, c'est que le côté maison, ça reflète une notion de manufacture, de mode, une maison de mode. Et premium en plus. Premium, exactement. Les maisons de luxe, on parle des maisons. Exactement, voilà. Et à l'international, ça permet de premiumiser aussi ta marque. Si on veut attaquer le marché allemand ou suisse ou d'autres pays, c'est toujours plus sympa d'avoir le côté maison. Ça fait très très français directement. Ok. On est rentré dans pas mal de sujets. Le sujet de la marque, ça me passionne. Tu t'es fait accompagner là-dessus? Tu l'as géré toi-même? Il y a eu du conseil? Alors on a eu plusieurs conseils sur ces 2 dernières années. Pas nécessairement que sur la marque, plutôt sur qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise, comment quelque part on essaye de lui retrouver un rebond. Sur la marque, on s'est fait effectivement accompagner assez rapidement et une fois qu'on a eu tous les conseils, j'ai travaillé la plateforme de marque avec les équipes En interne. en interne. Raconte-moi tes méthodes. La méthode, ça a été de réunir les différents collaborateurs, d'expliquer un peu quelle était la cible qu'ils imaginaient finalement pour les futurs produits de la maison Le Maillot. On a travaillé, comme tout le monde, des personas. Alors, ça me fait toujours rire ces personas, puisque. C'est pas une évidence, hein. C'est pas une évidence pour tout le monde, la manière dont on travaille une marque. C'est pas une évidence, mais toi, le côté persona, moi, ça me fait sourire, puisque quelque part, le persona, c'est intrinsèquement ce que tu as envie de faire de ta marque finalement. Donc c'est beaucoup de blabla, mais c'est important pour avoir un cadre. C'est important pour avoir un cadre parce que du coup, quand tu crées tes personas, derrière, quand tu vas venir présenter ta plateforme de marque à l'ensemble de tes équipes, tout le monde doit être OK sur les différents personas et sur ta cible. Et donc c'est un moyen finalement de rassembler tous tes collaborateurs autour de ta marque. Voilà.
c'est un excellent moyen de travailler effectivement sa plateforme, son discours, son manifeste, de rassembler les équipes. C'est très souvent aussi, alors faut une certaine dose, hein, mais de la co-construction en interne, parfois aussi en externe. Nous, ça fait partie des méthodes qu'on utilise. Et on a une méthode particulière. Alors quand je dis nous, c'est nous chez Cosa Vostra avec ma casquette Cosa. On a une méthode où on passe pas par les 5 W, tu sais, le why, what, who, when, where. Mais on utilise les archétypes de Jung qui permettent de projeter un peu nos clients sur ce que représente la marque, ses valeurs, mais de manière beaucoup plus pragmatique, très facile et pratique pour avancer. Donc, tu as posé ta plateforme, tu as posé la mission, tu as posé les valeurs. Oui, et une chose importante, on a cette chance d'avoir fait plusieurs fois le salon du Made in France à Paris. Le En MIF. fait, le MIF, voilà. Occasion unique puisque tu vas à la rencontre de tes clients. Et quand tu es en restructuration de marque, en redéfinition de marque, en fait, c'est du pain béni parce que tu vois finalement qui achète tes produits directement, sans filtre, hein. On passe pas par un formulaire X ou Y sur Internet, tu parles avec les gens. Et finalement, sur les 3 salons qu'on a fait, bah, toutes ces personnes-là nous ont donné plein d'idées, plein d'envies, plein de petits quick wins qu'ils auraient aimé retrouver sur nos produits. Et c'est aussi comme ça qu'on continue de faire évoluer la marque. Et moi, mon plus gros kiff, c'est tous les ans de me dire, quand je vais au salon du MIF, je revois souvent des clients qui viennent tous les ans et qui nous disent: ah, vous avez développé ce produit, je vous l'ai demandé l'an dernier, ou un coloris spécifique. Et ça, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et c'est aussi comme ça qu'on travaille la marque chez Le Maillot. Formidable, on est rentré dans le sujet de la marque et de ton architecture de marque avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. On n'a pas parlé du métier, je veux bien qu'on fasse un petit pas de côté, de bonnetier. Voilà, bonnetier. Donc bonnetier, l'ADN de Le Maillot, donc c'est d'être fabricant, c'est pour ça qu'on se dit marque fabricante. Alors quand on dit fabricant, on a tout et puis rien dire. Chez Le Maillot, ce qui est spécifique, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'on est tout intégré. Donc, notre premier métier, c'est d'être bonnetier. Bonnetier, c'est quoi? Si je simplifie, on est tricoteur. Donc, on a des métiers à tricoter circulaires sur lesquels on va venir en fait mettre des bobines de fil que l'on achète, donc de fil de coton, du fil de lin français, du chanvre, de la laine, etc. On achète ces différentes bobines, on les met sur les métiers. Vous les achetez où? Ça vient d'où? Donc le lin, tu m'as dit qu'il était français. Le lin, il est totalement français, de la culture jusqu'à la filature, jusqu'au tricotage. Le coton, le coton, il vient principalement de Turquie. Il n'y a quasiment pas de coton en France. On n'a pas la bonne météo, on n'a pas la bonne méthode pour faire, en tout cas en France. Il y a quelques petits exemples aujourd'hui qui commencent à émerger, mais en tout cas rien de très industrialisable. Voilà. Donc le coton vient de Turquie, le lin qui est notre deuxième matière principale vient de France. L'objectif effectivement à terme, c'est de travailler pourquoi pas de l'ortie, du chanvre, qui eux sont des matières qui peuvent être extra locales. Voilà. Du coup, j'ai discuté avec Guillaume Alcan de Audage hier. Tu connais Audage? Oui, Moustache. Anciennement Monsieur Moustache, qui me disait... Enfin, alors, ils ont lancé une nouvelle marque qui s'appelle Acte Vêtements Sportifs à base de riz, donc textile de riz. Je sais pas si tu connais leurs babins qui font des états. C'est des chaussures, des baskets qui sont en peau de raisin, D'accord, une sorte de Oui, je crois c'est qu'on n'a pas le droit de le lire, mais c'est ouais. du cuir, comme un cuir à base Comme un de cuir. peau de raisin. Je trouve hyper intéressant qu'on arrive à se projeter sur des matières innovantes, nouvelles, dans un usage quotidien pour éviter surtout l'usage du pétrole à foison. Oui, et puis au-delà du pétrole, il y a aussi le coton. Mais j'espère qu'un jour, on pourra se dire que la quasi-totalité de notre vestiaire ne sera pas en coton, même s'il est biologique, hein, ça reste, même si le coton est biologique, ça reste quand même une matière certes naturelle, mais il y a tellement de possibilités avec des matières locales, donc françaises, qu'on se doit de faire de la recherche et développement. Ça coûte de l'argent. Ce qui est compliqué du coup, mais moi je crois fortement à des matières comme le chanvre ou l'ortie qui sont des matières françaises. Je sais pas qu'on faisait Voilà. du textile à partir du fil du coup, Oui. à partir de l'ortie. C'est très Donc compliqué. du lin français, du coton de là où il y en a, ces immenses machines qui ressemblent à des espèces de gros entonnoirs, comme un parasol. Voilà, t'imagines un entonnoir, tu mets de chaque côté de l'entonnoir des bobines de fil, et en fait, au centre de l'entonnoir, tu as les fils de coton qui vont passer et qui vont être tricotés, comme avec l'image qu'on peut avoir avec nos grands-parents, hein. T'imagines 2 aiguilles, tu vas venir entremêler les fils pour créer ce qu'on appelle un tricot, donc vulgairement un tissu, hein, ce qui va nous servir à fabriquer tous les vêtements.
Et ça, c'est le rôle du bonnetier. Voilà, donc le bonnetier, il va s'assurer que la machine, elle tourne, il va s'assurer que les fils ne soient pas, que les aiguilles ne soient pas cassées. S'il y a un défaut qualité dans la matière, il peut éventuellement venir réparer le petit morceau de défaut du tricot. Ah, tu peux faire ça? Ça, c'est son rôle. Ok. Rien ne se jette chez nous. Ok. Il y a un rythme, une vitesse, j'imagine? Ça dépend du grammage du fil, ça dépend de la matière. On va pas tricoter à la même vitesse un fil de lin qui est un peu plus épais qu'un fil de coton qui l'est moins. Qui est beaucoup plus souple. Voilà. Et donc ça te fait, comment t'as dit, une matière, enfin Un tricot. ce tricot, Voilà. qui va ensuite être Alors, assemblé. Alors, avant d'être assemblé, Découpé. il est coupé. Voilà. Comment ça marche? Sur un t-shirt, hein, prenez un exemple d'un t-shirt, c'est 4 pièces. Vous avez une pièce avant, une pièce arrière, deux manches. Donc, ces 4 dessins vont être mis finalement sur un matelas de tricot. Donc, un matelas, c'est qu'on va venir superposer X couches de tissu, les unes au-dessus des autres, pour pouvoir venir découper en fait en une fois autant de pièces qu'il y a d'épaisseur de tricot, tout simplement. Derrière, on va venir confectionner. Évidemment, il y a des étapes qualité à chaque fin de parcours. On va venir broder s'il faut broder, parce qu'on fait également la broderie chez nous. Et puis, on confectionne le produit. On va venir ensuite le packager, l'emballer en fonction des demandes clients ou nos propres besoins pour notre marque. Et puis, on a également notre plateforme logistique qui est aussi tout intégrée à Saint-André. Et c'est de là où partent tous nos produits. On travaille exclusivement en flux tendu pour les marques pour lesquelles on travaille, mais également pour Maison Le Maillot, notre marque propre. Avec quel délai? Alors, un délai. Un 1083 qui te passe comment? Quel type de produit ils font chez vous? Ou avec vous? On a le droit de le dire d'ailleurs? Oui, ils font tout ce qui est t-shirt. Ok. On est cité sur leur site. Il y a une future collab d'ailleurs qui va arriver en novembre pour le salon du MIF avec 1083. Le délai, ça dépend en vrai. Attends, vas-y, on fait une pause une seconde. Ouais. Il y a une collab entre vous, le fabricant, le fournisseur, et la marque pour laquelle vous fournissez, Une mais collab. sous votre nom, Maison Le Maillot. Exactement, voilà. Pourquoi? Et pourquoi pas? Oui, mais non, Pourquoi? Alors toi, Parce tu as que- y gagné, parce que d'un coup, tu deviens visible, Ouais. un peu plus parce que tu es cité sur leur site. Ouais. Qu'est-ce que eux, ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent souvent avec toutes les marques avec lesquelles on va faire des capsules, avec notre marque propre et donc la marque du partenaire. On a travaillé des gabarits, on a travaillé des produits. En fait, on va venir customiser peut-être un produit qu'on a fabriqué pour Maison Le Maillot. On va venir customiser pour les marques avec lesquelles on va travailler. Donc, quand on parle de customisation, ça peut être rajouter une broderie, rajouter une poche sur un t-shirt, ça peut être travailler un coloris spécifique, etc., etc. Donc, oui, il y a un avantage de visibilité pour le maillot et Maison Le Maillot, du coup, mais il y a aussi un avantage indéniable en termes de temps de production et de prise de risque pour la marque avec laquelle on fait une collab, puisque quelque part, je prends un peu tous les risques aussi, puisque c'est moi qui produis, on va travailler la partie création. Donc il y a un vrai plus finalement pour toutes les marques qui ont envie de faire fabriquer en France, mais qui n'osent pas parce qu'il y a peut-être des quantités qui sont peut-être trop importantes pour eux. Et en fait, en passant par l'objectif d'une capsule, en fait, on s'affranchit de toutes les contraintes. Compris. Je te demandais quel était le délai. Tu me dis que tu es en flux tendu. Alors, le délai, il est clairement différent d'un produit à l'autre. Ça dépend de la finition d'un produit, ça va dépendre de la teinture du produit. Donc, normalement, on est censé faire un produit en 2 mois, 2 mois et demi, à partir du moment où on a eu la demande et le prototype qui est validé, mais ça reste évidemment très aléatoire en fonction de la spécificité Du besoin et du besoin, produit. voilà. Ok. Et une marque qui t'approche, elle vient parce que vous êtes le maillot, ce fabricant made in France de qualité. Elle vient avec une envie de produit, vous le co-développez ensemble, vous le dessinez ensemble. Alors là, pareil, ça dépend Ça des dépend marques. vraiment du besoin, quoi. Il y a des marques qui vont venir avec un cahier des charges ultra précis. Et là, notre bureau de création va justement décortiquer un peu ce cahier des charges. Et puis, quelque part, notre rôle, c'est aussi d'éduquer certaines marques, puisque on a un peu tendance, quand tu es une marque, à vouloir faire plein de fioritures, en gros, faire un produit ultra compliqué. Sauf que ça marche pas quand on fait en Made in France. Un produit compliqué en Made in France, c'est un produit que tu vas vendre extrêmement cher, puisqu'il va y avoir beaucoup de temps de confection et que le prix final d'un produit, c'est que du temps de confection, hein. C'est des secondes que tu rajoutes pour telle et telle et telle étape pour fabriquer ton vêtement.
Donc quelque part, il y a aussi un apprentissage, une éducation à faire avec toutes les marques qui viennent nous voir. Donc en fait, c'est un échange. Voilà, on leur dit, bah, ça c'est possible, mais attention, on vous conseille peut-être de faire plutôt comme ci ou plutôt comme ça pour essayer de simplifier un peu plus le produit et d'essayer d'avoir, de répondre en fait à un objectif, hein. La marque, elle vient avec un objectif, c'est imprécible, hein. Voilà. C'est parfait, super transition. Je vais rentrer dans des sujets business et le prix en fait partie. On a cette idée préconçue, peut-être fausse, que Made in France égale cher. Tu as dans ton univers beaucoup de gens que je reçois sur le panier qui se fournissent ou produisent en Europe de l'Est, au Portugal, énormément en Turquie. Et tu me faisais une réflexion justement sur ce tarif-là. Oui, alors moi, Enfin, sur votre politique de prix, sur pardon. la politique Votre de prix approche. pour Ouais. Maison Le Mayeux, moi, elle est très claire. J'estime que je suis une marque fabricante, j'ai pas d'intermédiaire ou quasiment pas, puisque le seul intermédiaire que j'ai aujourd'hui, c'est plutôt sur la teinture, puisqu'on ne peut pas le faire sur place, c'est un autre métier. Donc, sur la partie fabrication, j'ai zéro intermédiaire. Donc, j'estime que quand tu vends au client une notion de direct fabricant, tu peux pas les prendre pour des imbéciles ou des pigeons. Et que quelque part, j'estime aussi que il y a beaucoup de marques françaises qui fabriquent au Portugal et malgré eux, ils induisent une notion de prix. Je prends toujours le même exemple, un t-shirt blanc. Qu'est-ce qui différencie un t-shirt blanc français d'un t-shirt blanc portugais ou fabriqué ailleurs mais avec une qualité, on va dire, similaire? Bah, quelque part, pas grand-chose. En fait, pas grand-chose. Un t-shirt blanc, c'est un t-shirt blanc. Donc, quand une marque française fabriquée au Portugal et que le t-shirt il est vendu 39 euros, il est évident que je me place aussi à 39 euros en Made in France. Ça, je ne déroge pas à cette règle-là. C'est important pour valoriser tout simplement nos métiers français, valoriser l'industrie française. On dit toujours qu'acheter français, c'est cher, bah, pas forcément. Et puis, indépendamment du prix, il y a aussi de se dire, dans notre inconscient, on est quand même content de profiter d'un médecin qu'on ne paye pas forcément, d'une école publique qu'on ne paye pas forcément, de se faire aider à l'achat d'une voiture électrique, de postes de panneaux photovoltaïques, etc. Bah, ça, quelque part, le fait de maintenir une industrie française, c'est aussi participer aux aides qu'on va récupérer derrière. Tout ça. Et ça, je trouve que malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. On s'est beaucoup concentré post-Covid sur l'emploi. Donc oui, l'emploi, c'est vrai, c'est une chose, hein. Acheter français, c'est maintenir les emplois. Mais acheter français, c'est aussi, et c'est peut-être là le plus important, c'est participer à notre économie, à tous. À tous. Super manifeste. Ça me va, j'achète. Lemaillot.com. Lemaillot.com. Je reviens un peu en arrière. Sortir un t-shirt à 39 euros made in France, dans un pays où la main-d'œuvre coûte plus cher, tu as plus de charges. Ouais. C'est un enjeu aussi. Donc j'imagine que. C'est un enjeu. On y arrive parce qu'on est. Justement, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire chez nous, ou très peu. On y arrive parce que. Tu es en maîtrise de toute ta chaîne de valeur. Je suis en maîtrise de toute ma chaîne de prod. Je maîtrise aussi mes marges. Je peux me permettre des choses que peut-être des marques françaises qui ont différents intermédiaires ne peuvent pas se permettre. Voilà. Et c'est ça aussi la force d'être fabricant. Parfait. Historiquement, vous étiez à 80% de business de fabricant pour des marques. Vous êtes descendu à 60 aujourd'hui. Il y a 40% qui se fait via le site e-com, principalement, c'est ça? Tout à fait. Avec un objectif d'équilibrer, voire de dépasser pour arriver, tu me disais, à 60-70% exactement. en direct. Historiquement, on est fabricant, donc les 3/4 finalement du business était fait avec les marques fabricantes. Notre marque à nous, effectivement, elle était distribuée à droite et à gauche. Aujourd'hui, sur Internet, donc rien que le chiffre du web, hein, c'est 40% du chiffre total de l'entreprise, avec du coup Maison Le Mayeux. Je ne sais pas si on a donné les chiffres, mais ils sont sur Paper, donc vous pouvez y aller. Vous faites 5 millions d'euros de chiffre d'affaires? Ouais, au total. Et 2 millions sur le pour site. le site cette année. Voilà, tout à fait. Donc, belle croissance. Le site existait avant ton arrivée? Alors, il existait. Il était e-commerce? Il était e-commerce avec, on va dire, qui vivotait, hein. On faisait 5-10 commandes par mois. Aujourd'hui, évidemment, on est bien au-delà de ces chiffres-là. Et en fait, moi, je suis fier parce qu'en fait, avec un budget très réduit, avec pas grand-chose, on a réussi à faire beaucoup. Et puis, on a réussi, alors je vais reparler de l'emploi, on a réussi aussi à maintenir du coup l'emploi chez Le Mayeux, malgré le contexte qui est compliqué, malgré un marché qui est compliqué. J'ai cette fierté de me dire qu'on a réussi à faire avec pas grand-chose, quelque chose de grand sur l'e-commerce. C'est assez beau. Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Quels ont été tes leviers au cours des 5-6 dernières années, justement, pour faire croître la partie D2C
jusqu'à aujourd'hui 2 millions d'euros et demain, plus, on te le Alors, souhaite. j'ai cette chance dans mes précédentes vies professionnelles d'avoir été toujours challengé, on l'a dit tout à l'heure. Moi, j'aime bien être logique et j'aime bien éviter de partir tout azimut, même si je suis un peu une pile électrique. Donc, en fait, en 5 ans, il a simplement fallu être logique, avec pas d'argent. Tu as un site web, bon, bah, tu commences à le remettre correctement en forme, toi, enfin moi tout seul, avec mes petites mains. Tu commences à regarder un peu l'état de ton référencement naturel. Tu commences PrestaShop, hein. PrestaShop, Et voilà. il avait quel âge le site? Vous Il aviez une était, bonne. non, non, on était sur PrestaShop 1.5, un vieux machin, et que, attention, que j'ai changé seulement il y a un mois. Donc, c'est-à-dire que j'ai réussi à maintenir pendant les 5 années un vieux coucou, et ça aussi, j'en suis plutôt fier, pour le coup. Euh, Donc, on a commencé à travailler notre référencement naturel, seul au début, hein, je l'étais tout seul. Tu commences à rajouter du contenu, tu regardes un peu la technique, tu commences un peu à mettre tes mains dedans. Et puis après, tu dis, bon, allez, c'est bon, je suis mature, l'offre, elle est pas parfaite, mais elle est déjà mieux qu'au début. Puis en fait, tu commences à monter au fur et à mesure. Tu te dis, tiens, je vais faire un petit peu de paid, et puis après, je vais faire un peu d'affiliation, et puis après, je vais essayer de travailler toute la partie relation presse. Et puis après, tu as des opportunités qui se présentent chez Le Maillot. Tu as la presse qui vient pour parler de Le Maillot en tant que fabricant. Ah bah bim, tu parles de Le Maillot en tant que fabricant, tu vas parler du site e-commerce. Et en fait, au fur et à mesure, on a progressé, parfois avec une très forte croissance, mais avec un problème, c'est que derrière, je n'arrivais pas à suivre en termes de fabrication. Parce que, étant donné que je n'étais pas prioritaire sur la fabrication, je voulais te parler de ça. au début, ça a été un combat. Okay. Parce que, si tu veux, le site a toujours grossi plus vite que ce qu'on était capable de fabriquer pour le site. Ouais, c'était sympa. En fait, il a fallu jouer un peu des coudes en interne pour essayer de faire passer, comme je produis en flux tendu, un petit drop de boxer, un petit drop de t-shirt, etc., entre deux clients, etc., etc., etc. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça si on a envie de faire de cette marque une vraie marque. Maison Le Maillot, c'est une vraie marque. Et c'est aussi pour ça qu'on est en train, parce que le changement dans une entreprise qui a 80 ans, c'est long, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est aussi un changement en interne, de se dire, on bifurque, on change progressivement. Le business model, on passe d'un business de fabricant à un business de marque. Et ça, on a mis du temps justement pour le faire. Et aujourd'hui, c'est pleinement assumé. Ok, pleinement assumé, pousse un peu. Pleinement assumé dans le sens où aujourd'hui, je suis un peu plus prioritaire que ce que je l'étais jusqu'à présent. Mais quand tu pèses 40% du chiffre, voilà. et je peux... Vas-y, continue. Mais en fait, en vrai, on s'est simplement mieux organisé. Aussi, quand tu lances une marque et que tu as envie de travailler tes collections, tu vas évidemment lancer au moins 2 collections par an. Donc une collection pour l'été, une collection pour l'hiver. Bon, ça s'anticipe, ça se travaille. Et c'est des choses où aujourd'hui, on commence à rattraper notre retard. Et du coup, c'est bien. Voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de mieux estimer ton volume de production. Ça permet dans ton planning de prod de mieux intégrer ta propre marque au sein d'une production avec toutes les autres marques. Plein de sujets sur lesquels je veux avancer. J'aimerais parler de flux tendu en D2C, parce que tu m'as parlé de drop. Drop, flux tendu, c'est pas forcément exactement la même chose. Et j'aimerais parler de rentabilité, parce que c'est aussi, j'imagine, un des drivers, ou en tout cas une KPI que vous regardez, entre la partie fabricant et la partie vente en direct. Commençons par le premier sujet. Premier sujet, donc en termes de flux tendu, alors je dis drop, je parle beaucoup en petite livraison, c'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir lancer à la taille plutôt à la couleur, allez, un premier lot de 200 pièces, 300 pièces, et on va faire des petites séries. Là aussi, c'est un gros changement puisque historiquement, Le Maillot travaillait avec des très grands, sur des très grands volumes. Donc quand tu demandes finalement à la production de basculer d'un modèle où il fabriquait 3000 pièces à la journée, mais la même pièce, à plein de petites pièces par-ci par-là dans la journée, évidemment, c'est pas la même manière de travailler. Donc c'est dans ce sens-là où je parle où j'indique que c'est des drops. C'est plutôt dans le sens, j'ai mes petites séries qui sont produites entre 2 grosses productions. Voilà. Et aujourd'hui, je veux rester sur ça. C'est juste qu'on optimise davantage effectivement les prévisions. Ça, c'est un gros enjeu. On s'est outillé parce qu'on n'avait pas d'outils pour travailler sur ça. On avait un vieil ERP, on était sur l'AS400. Le vieux modèle, ça tournait bien. Hein, donc, on est passé sur un outil, sur un ERP beaucoup plus moderne et qui nous permet aujourd'hui de mieux calculer de manière automatique nos prévisions et du coup de mieux planifier la production derrière, donc de mieux gérer finalement les marques pour lesquelles on fabrique et notre propre marque. Tu as combien de SKU ?
On a, en SKU, j'en sais rien, en SKU, on a 300 références. 300 refs 300 refs, voilà, 300 références couleurs. avec des variations taille et couleurs. Voilà, ce qui est très Donc compliqué. tu vas avoir 3, 4, 5 tailles, 3, 4, 5 couleurs. Ça, voilà. Donc comment tu gères ton stock si tu fonctionnes par drop ou si tu essaies de te rapprocher de ce flux tendu? Comment on fonctionne? On essaie Donc tu as du prévisionnel, hein, pardon, tu viens de me le dire. Mais il y a du prévisionnel, on essaye de s'outiller, ce qui n'est pas forcément encore le cas. On est une petite boîte, on n'a pas les coups des franches financièrement pour avoir le meilleur des outils qui va te faire la meilleure des prévisions. En fait, on fait des lancements de collection. Donc, en début de ta saison, tu dis tiens, combien j'ai vendu l'an dernier, combien je vais espérer vendre cette année parce que je me mets tel objectif de chiffre d'affaires. Et après, tout ça, c'est séquencé en fait sur les plannings de prod. Si jamais on s'aperçoit, et ça a été le cas, tu vois, cet hiver, on a lancé des boxers pour femmes. Ça a été un carton. Les 200 pièces sont parties en même pas une semaine. Derrière, le fait d'être un peu plus prioritaire aujourd'hui, tu appelles ton responsable prod et tu dis je suis là, j'ai besoin à nouveau d'une nouvelle série. Pareil, on va relancer 200 pièces. En fait, c'est agréable d'être de l'autre côté du mur de la prod. Exactement. Ouais. En fait, on va toujours relancer 200 pièces par 200 pièces. Si on veut lancer plus, on en lancera plus. Mais je préfère maîtriser ce que je lance pour éviter d'avoir trop de stock derrière. Voilà. On ne fait pas de solde chez Le Maillot, de solde en tant que tel. Alors oui, il y a des fins de collection parfois, il y a des tailles qui se vendent un peu moins bien que d'autres. Donc effectivement, on va venir faire un petit peu de place, on va mettre ça en archive. Et tu n'auras jamais du 30, 40, 50% chez Le Maillot sur un produit qui est en permanent chez moi. Et la rentabilité ? Pardon, excuse-moi, je t'ai posé la question tout à l'heure de savoir... La rentabilité, ouais. C'est assez large. C'est large. Qu'est-ce que c'est ? Où va-t-on ? Oui, je suis pour. Le D2C versus le... En fait, ma réaction tout à l'heure quand tu m'as dit que, quand on préparait l'épisode, que l'objectif à terme, c'était peut-être d'inverser les ratios, les proportions et de faire 2 tiers de fabricants et 2 tiers d'online, enfin de D2C et 1 tiers de fabricants. Ouais. Je me suis dit, c'est étonnant parce que tu signes, je sais pas, 1083 comme marque, tu as des gros volumes, en tout cas des volumes importants. Tu es en flux tendu, mais tu as quand même des drops. Voilà. Tu as un client pour, je sais pas, 500 ventes, 600 ventes, 5000 ventes, j'en sais rien. Le D2C, c'est pas du centimier, mais tu vois ce que je veux dire. C'est commande par commande. L'épicerie. Ouais. On appelle ça de l'épicerie fine. Par contre, il y a une vertu de faire du direct fabricant, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'y mettent, c'est que tu gardes les marges pour toi. Oui, ok. Voilà. Donc ta rentabilité, elle est meilleure. Et vous arrivez à avoir cette comptabilité analytique où on sait combien on gagne en D2C, combien on gagne sur les marques. Oui. Et heureusement d'ailleurs, heureusement. Et c'est d'ailleurs un des enjeux. Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Ça m'étonne souvent. Alors, nous, en tout cas, on le suit pour le coup, et c'est un des enjeux de l'entreprise, et c'est aussi pour ça qu'on a accéléré sur la partie digitale. Alors, digital, et puis bientôt, on espère pouvoir vendre nos produits chez des revendeurs. Mais avec une logique un petit peu inverse, c'est qu'avant, quand on revendait chez les revendeurs, du coup, on calculait les prix pour eux. C'est-à-dire qu'on faisait notre prix margé, évidemment. Puis on se disait, on va passer par un réseau de commerciaux. Donc on va rajouter la commission de ce réseau, et puis la commission de tel réseau. Et puis le magasin doit aussi vivre. Donc on va aussi rajouter tout un tas de trucs pour le magasin. Ça devenait un peu lourd, une usine à gaz. Là, on fait l'inverse. On a nos prix, les prix références et les prix du site web. On fait des prix revendeurs, effectivement, mais les prix sont clairement affichés sur le site. Voilà. Ok, compris. Donc, je crois comprendre entre les lignes que tu as une meilleure rentabilité en D2C qu'en fabricant. C'est ça. Je te demande pas laquelle. Je te demande en revanche, qu'est-ce que tu mets dans ton calcul ? Ce que je mets dans mon calcul ? Ouais. Tu mettrais quoi, toi ? Non, mais c'est intéressant parce que... On se pose souvent la question sur le panier. Là, c'est un business particulier parce que... Je vais te répondre très simplement. Moi, tu parlais tout à l'heure de start-up, je ne sais plus comment tu l'as appelé ça, start-up... Centenaire. Quelque part, moi, ma BU, c'est une start-up. Donc, mon équipe web, on est comme si on était une start-up, et je fais comme si j'achetais en fait les produits à Le Maillot. Voilà, c'est comme ça que je travaille mon PNL. Okay. Tout simplement. Je suis comme si j'étais un client de Le Maillot. Ok. Voilà. Mais toi, tes efforts marketing et de branding et d'assets vont aussi alimenter la partie Le Maillot, donc la partie fabricant. Alors,
Ça, mais c'est pas pris en compte. C'est pas pris en compte. Aujourd'hui, mon PNL. Donc en fait, c'est vrai, t'es peut-être même plus rentable que ce que tu crois l'être si on affectait une partie de ton coût, le coût de tes équipes. C'est même certain. Sur le PNL, c'est même certain. C'est juste que à la fin, si tu veux, à la fin du mois, quand j'ai retiré toutes mes lignes, je fais comme si j'étais une marque indépendante. Ok, donc tu avais acheté ton stock. Avec la petite, quand même, la petite subtilité, c'est que je ne porte pas l'intégralité, évidemment, des frais RH, du coup. J'ai induit une petite partie de mes coûts du personnel, de mon équipe. On est 4 personnes dans l'équipe. Ça, c'est induit sur le PNL. Évidemment, je ne participe pas nécessairement au coût des bureaux, parce que je ne paye pas les bureaux. Enfin, voilà, je ne suis pas comme si je ne suis pas une marque, comme si j'avais mon propre local, finalement. Ouais, j'entends. Mais par contre, tout ça s'équilibre. Mais alors, c'est intéressant. Parce je fais comme si j'étais une marque à part et j'achetais, en fait, au prix revendeur. Et j'organise ma vente de cette manière-là. Donc, tu négocies tes prix? Ouais, si on pousse la logique, tu fais partie, t'es un revendeur. C'est moi qui l'ai fait, donc au final... Oui, mais si tu considères que c'est deux PNL séparés, que toi t'achètes à ta... Je négocie pas, on est avec l'équipe créa, avec la responsable de l'offre, on cherche le meilleur des compromis. C'est-à-dire que potentiellement un produit que je sortirais beaucoup trop cher et qui serait potentiellement pas forcément une bonne opération pour moi financière, je vais pas nécessairement le mettre dans l'offre et dans la collection. Compris. Ça tombe bien parce que ça fait encore une belle transition sur un sujet que je voulais aborder dans le peu de temps qui nous reste. L'offre et la collection. Il y a un peu deux pieds. Il y a la partie branding, communication, e-com. Il y a la partie produit et offre, évidemment. Ouais. Vous devez bosser main dans la main. Comment ça s'organise? Comment est-ce que vous élargissez ou réduisez la gamme? Comment est-ce que vous bossez ensemble? Quelle part pour la technicité aussi dans ces produits, dans l'offre que vous avez? Chez Le Maillot, on a cette chance aussi incroyable d'avoir notre bureau de style, notre bureau de créa. Donc, il y a eu un styliste, une modéliste, une responsable de l'offre. On a les personnes qui vont faire toute la partie prototype. Tout ça, c'est intégré. Donc, comment on construit une offre? Finalement, moi, je suis là en tant que marque pour essayer de titiller un peu justement l'équipe offre et créa, pour leur dire, tiens, peut-être à l'étranger, j'ai vu telle typologie de produit, je trouve ça intéressant, ça m'intéresse, il y a peut-être des formes, des couleurs qui m'intéressent. J'ai envie de tester, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, propose-moi. Je peux aussi la titiller sur des choses que j'ai pu voir à droite à gauche aussi, ou des idées qui me passent par la tête. En gros, je la titille tout le temps. Et mon rôle s'arrête là. Derrière elle va créer son plan de collection avec les différentes idées qu'on aura pu lui donner. Elle participe effectivement à des réunions d'études de tendance. Il y a une personne dans son équipe qui fait beaucoup de défilés de mode, qui va voir effectivement les comptes rendus des défilés de mode, puisque toute la mode, on s'inspire beaucoup des prémices en fait de ce qu'on aperçoit sur les défilés. Ensuite, elle travaille un plan de collection qu'on partage. Elle me dit, tiens, j'ai pensé pour tel et tel segment produit, est-ce que ça t'intéresse ça? Est-ce que tu préfères ça? Tel coloris, tel machin, on choisit comme dans une épicerie finalement. Et en fait, on essaie de construire finalement à deux ce plan de collection. Alors moi, je le construis pas, je prends ce qu'elle me donne et encore une fois, je suis là pour titiller ou pour lui dire, non, attends, la Clem, c'est un peu bizarre ton truc. Ah ok, tu penses ça? Ah oh, allez, ok, on y va, on teste. La Clem? Clémentine. Ah, Clem, qui est la responsable de l'offre. Oui. Et en fait, cette formidable chance que j'ai, c'est que comme je suis fabricant, en fait, c'est chez moi. Donc finalement, si je crois pas à un produit ou si j'y crois trop, en fait, je prends zéro risque à le mettre en ligne. En tout cas, un risque ultra minime puisque je peux produire. Tes 200 pièces. Voilà, si j'ai pas envie de produire 200 pièces, je vais dire attends, ça, on va produire que 100 pièces, on va vraiment faire un test. On en fait une capsule, on teste, ça fonctionne, c'est génial, ça fonctionne pas, tant pis, mais en tout cas. On serait peut-être un peu moins con puisque j'aurais appris que ça marche pas. Et ça, c'est cette chance de pouvoir travailler en binôme avec l'équipe créa, de pouvoir justement construire cette offre-là. Et puis après, comme tout le monde, on va analyser les ventes d'une saison à l'autre. On va prendre des insights sur les salons. Voilà, tout simplement. On va vérifier ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. On écoute les clients. On a lancé cette année, on va poursuivre à chaque saison. On fait des ateliers privés avec nos clients, nos futurs clients. On les reçoit chez nous, on leur fait visiter l'usine, on leur montre la collection ou les prémices de la future collection. Et puis on leur demande ce qu'elles en pensent. On leur fait toucher des matières, puisqu'on a cette chance d'être tricoteur. Donc en fait, on peut leur proposer de nouvelles matières. On leur bande les yeux. Elles touchent la matière. Et derrière, la question, c'est vous imaginez quel vêtement, quel sous-vêtement avec cette matière? Voilà. Et à partir de là, il y a énormément d'idées qui en ressortent. Ça permet de nourrir le plan de collection et nos futures collections à venir sur le site. Ok, hyper intéressant.
Je voulais faire tout à l'heure te poser une question sur la technicité, parce que j'imagine que faire un t-shirt, faire un caleçon, faire une paire de chaussettes, c'est pas du tout la même technicité. Tout à fait, ouais. Euh, Tu m'as parlé de maille fine quand on préparait l'entretien. Maille fine, c'est parce qu'en fait, chez nous, on travaille que la maille jersey ou la maille interlock. Une maille fine, c'est historiquement la maille que tu utilises pour ce qu'on appelle les vêtements de peau, donc les tricots de peau. Ça va, à l'inverse, ailleurs, quand tu as une chemise, on parle beaucoup de chaîne et trame. Voilà. Chez le maillot, on ne fait pas de chaîne et trame. On fait que de la maille Chaîne fine. et Chaîne et trame. trame. Chaîne et trame, ok. On fait que de la maille fine. Donc la maille fine, c'est historiquement des matières que tu as vraiment près du corps. Voilà. Mais aujourd'hui, on en fait du prêt-à-porter. Ok, compris. Et la technicité, aujourd'hui, bah, encore une fois, le fait d'avoir notre bureau de création et notre bureau de qualité tout intégré, bah, ça nous permet de faire, si on veut faire 15 prototypes parce qu'on a une idée révolutionnaire sur un produit, eh bien, on fait nos 15 prototypes, on teste, on améliore les produits. Et puis, en fait, en vrai, on maîtrise toute la qualité. Donc, on est dans cette capacité, en étant tout intégré, de pouvoir créer le produit parfait, finalement. T'es passé de pas grand-chose à presque 2 millions ou à plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça va être, je te le souhaite, ça va continuer de croître avec la maîtrise de l'outil de production, avec la maîtrise du branding, avec peu de budget. Mais j'aimerais savoir aussi quels outils ou quels leviers tu as pu utiliser pour faire croître les ventes. Et j'aimerais parler de CRM, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup au début, voire pas. Qu'est-ce que tu as mis en place et comment tu l'utilises? C'est ça. Au début, comme je te l'ai dit, on a commencé à travailler notre référencement naturel, puis on est parti sur la partie payante. Ce que j'aime, c'est essayer de m'entourer avec des agences qui m'apportent beaucoup, d'essayer de sortir de la relation prestataire-agence, d'essayer de trouver quelque chose à qui il y a une forte affinité. Donc pour ça, sur la partie paid, j'ai eu cette chance de travailler avec une agence que j'avais rencontrée avec la Foire Fouille, une agence qui s'appelle Primélis, qui est à Paris. Et en fait, le fait de se connaître, en fait, ça nous a permis tous les 2 jours de s'appeler, d'optimiser tout ton référencement et d'y aller en fait petit à petit, de faire énormément de tests. Ça, c'était le premier levier. Deuxième levier qu'on a eu pour développer les ventes, il n'y a pas de secret, hein, je l'ai dit tout à l'heure, tu as un site web mais tu n'as pas d'offre, tu feras rien. Tu as une offre mais tu n'as pas de site web, tu feras pas grand-chose non plus. Donc le tout, c'est d'optimiser ton offre, d'essayer de proposer des produits peut-être disruptifs, de proposer des coloris qui, j'espère, vont plaire, etc. etc. Le fait d'animer ton offre et de compléter ton offre, ça participe aussi au réachat derrière et aller chercher ton chiffre d'affaires. Quel autre levier? On a travaillé, comme tout le monde, la partie réseaux sociaux. Pareil, cette fois sans se faire accompagner. C'est peut-être un d'ailleurs des futurs enjeux. En fait, on a tout fait petit à petit en testant énormément de choses et en essayant de se dire, tiens, ce mois-ci, on a fait plus 40, plus 60, plus 90% de chiffres. Cool. Eh ben, on va venir réinvestir l'argent ou une partie de l'argent justement pour tester des choses qu'on n'a pas eu le temps de tester encore et encore avant. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis pour l'avenir, il y a plein d'autres leviers. Moi, j'aimerais qu'on travaille davantage la partie influence. On l'a fait un petit peu, j'en suis pas hyper satisfait. Ça, c'est un de mes prochains sujets. Je pense que c'est important. La Il y a feed? la fidélité. Alors, on a lancé avec le nouveau site web, donc c'est pour ça qu'on ne l'a même pas dit. Non, mais c'est- Je suis passé d'une vieille version, un vieux coucou PrestaShop, Tu me l'as à dit. 1.5 pendant un 5 ans, truc tu viens de passer super aujourd'hui avec PrestaShop grâce à 202 e-commerce. Ça, l'agence. l'agence, voilà, ça c'était fin janvier. J'ai pu du coup lancer aussi un programme de fidélité avec Loyoli. Donc là, avoir des premiers retours, c'est compliqué parce qu'il y a à peine 2 mois, mais en tout cas, c'est un premier levier qui est intéressant d'aller travailler. Ce système de points, il est quand même assez vertueux pour éviter le tout promo. Déjà, pouvoir faire de l'échange produit, de pouvoir faire de l'échange contre des récompenses un petit peu exclusives. Ça, c'est le premier levier sur la partie fidélité. Et je dirais que c'est le premier, parce que la fidélité, on a toujours fait. Hein, on avait un petit CRM, t'envoies des emails, c'est cool, c'est sympa, tu dis coucou, tu dis tes différentes nouveautés. Là, avec le Yoli, le fait d'avoir un vrai programme de feed va vraiment me permettre d'aller animer davantage ce programme. Et puis aussi sur les 5 ans, il y a eu toute la partie marketing automation, évidemment. Là, je travaille avec Cars Guru. Ça fait partie des sujets qui m'ont permis d'aller chercher de la récurrence dans mes achats. Alors la stratégie de panier abandonné, c'est la plus classique, hein, la plus connue, la base, on va dire. Mais derrière, avec Cars Guru, tu peux aussi travailler des scénarios, scénarios. Je sais pas comment on dit, mais peu importe. De scénarii, je crois que ce serait la manière juste. En fonction du comportement d'achat que tu as sur ton site. Donc, c'est avec eux que j'ai travaillé cette partie-là. Voilà, donc des sujets, il y en a encore plein d'autres. Le développement à l'international, j'aimerais bien, d'ici 1 an,
commencé à ouvrir quelques pays. Je pense qu'on a... C'est quoi la parole internationale aujourd'hui? Rien du tout, je Ok. vivote. Alors si, alors il y a beaucoup de Belges, salut à tous les Belges d'ailleurs, qui commandent chez nous, ça c'est cool. Mais c'est des pays frontaliers. Je parle d'international, j'aimerais vraiment aller vers l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. C'est des pays où il y a pour moi, il y a un joli potentiel sur des produits français. On a cette légitimité de fabricant, donc j'y crois. C'est cool. Et puis, c'est un axe de développement qui est juste formidable quand tu es parti de pas grand-chose. Et que t'es la maison Le Maillot. Allez, pour terminer, on va atterrir, ou plutôt prendre de la hauteur, du coup. À l'inverse, vous êtes entreprise du patrimoine vivant. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est et comment ça joue dans ton quotidien, peut-être dans le recrutement, dans l'humain, dans la transmission des savoir-faire? Alors, Entreprise du patrimoine vivant, c'est un label d'État qui est décerné par le gouvernement. C'est un label qui, tout simplement, va venir reconnaître en fait un savoir-faire d'excellence sur la fabrication d'un produit en France. Évidemment, ça ne concerne que les produits français. Donc ce label, pour nous, c'est une belle reconnaissance. Alors encore une fois, c'est pour le coup pas du blabla marketing, parce qu'il va venir reconnaître la qualité, la compétence de nos mécaniciennes en confection, de nos bonnetiers. Il va venir reconnaître l'excellence qu'on met dans la fabrication de nos produits. Cette excellence, elle est pas nouvelle. L'entreprise a 80 ans, donc il y a une certaine aussi transmission de ce savoir-faire. Et ce label, il est là aussi pour reconnaître qu'on met tout en place, ou qu'on a mis tout en place, pour justement transférer, pérenniser finalement ce savoir-faire français sur la manière de confectionner un vêtement, sur la manière de réaliser ton tricot, etc. etc. Je ne vais pas dire de bêtises, je suis en train de chercher le chiffre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que quelques centaines d'entreprises en France qui ont ce label, Tout à entreprise fait, du patrimoine exactement. vivant. Ouais. Souvent des entreprises presque centenaires. 750. Voilà, et c'est une belle reconnaissance d'un savoir-faire. Voilà, on sait faire, on est connu, on est reconnu. Et je trouve que les employés, les collaborateurs sont aussi très fiers d'être reconnus. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de labels qui reconnaissent leur travail en tant que tel, de manière externe, hein. Et je trouve que ce label, c'est un label d'excellence pour nous. Un label d'excellence, un label, une raison de fierté pour des collaborateurs ou Complètement. collaboratrices qui travaillent dans une maison qui est Patrimoine au vivant. patrimoine vivant, entreprise du patrimoine vivant. Le renouvellement, c'est un sujet des équipes. Gros sujet, gros sujet. T'imagines bien quand on a une boîte qui a 80 ans quasiment, on a cette chance par contre d'avoir des collaborateurs très fidèles. Il y a franchement pas plus tard qu'il y a encore un an, il y a une collaboratrice qui est partie à l'âge de 74 ans. Alors quand on entend tout le débat des retraites en ce moment, ça me fait un peu sourire quand tu es chez Le Maillot parce que en fait, nous à l'inverse, il y a des gens qui ont envie de travailler jusqu'à 74 ans. Que pour des raisons financières, mais parce que ils ont justement, et je reboucle avec l'entreprise du patrimoine vivant, ils ont ce plaisir de venir travailler. Alors je me dis entre parenthèses plaisir, parce que tu restes en usine, donc avec toutes les contraintes que tu peux imaginer. Tu restes sur des heures qui ne sont pas des heures de bureau ou des heures de fonctionnaire. Donc, et pourtant, elles sont toujours là jusqu'à 74 ans. Donc oui, le renouvellement, c'est un gros sujet chez nous qui est compliqué. Parce que quand une mécanicienne en confection part à la retraite, c'est un bout de notre patrimoine et de savoir-faire qui part. Et pour venir le remplacer, il faut former. Et la formation, former des jeunes collaborateurs, c'est long, c'est très long. On dit souvent que quand un junior arrive chez nous, avant d'être au minimum du savoir-faire d'un senior, il faut entre 3 à 4 ans. Waouh! C'est pour C'est un sacré ramp-up, voilà. Ouais. C'est compliqué, mais on a cette chance donc d'avoir des gens qui restent longtemps et qui ont aussi ce plaisir à aller former les jeunes générations. Et ça fait partie de la mission de Maillot. Cette transmission de savoir-faire, elle est essentielle. Nicolas, c'était passionnant, merci infiniment. On a fait le tour de tous les sujets que je voulais aborder. Est-ce qu'on en a oublié? Je suis pas sûr, hein, mais Écoute, merci infiniment. Je reviendrai au pire. Tu reviendras pour un catch-up, on parlait de l'international. Nicolas Thébaud, Thebaud, si vous voulez poursuivre la conversation sur LinkedIn, chères auditrices, chers auditeurs. Et évidemment, allez faire un tour sur Le Maillot, LEMAHIEU.com.
Nicolas m'a gentiment proposé en me disant si tu passes un jour sur l'île, fais-moi signe, je te ferai visiter la Avec manufacture, la plaisir. maison. Je pense pas que l'invitation soit pour tout le monde, mais tentez si ça vous dit. On pourrait même imaginer un Alors, événement. Tu sais, je fais le tour de France du panier. eh ben, écoute, je t'accueille. Au contraire, c'est pour tout le monde. Après, je parle beaucoup trop, mais Vas-y. entreprise du patrimoine vivant, c'est aussi un plaisir, une passion de montrer en fait à tout le monde qu'il y a des vrais gens derrière qui fabriquent les vêtements. Donc l'entreprise, elle est ouverte. Vous pouvez aller sur lemaillot.com, vous pouvez vous inscrire, visiter tous les ateliers. Et toi, je t'invite pour ton tour de France du panier avec plaisir chez Le Maillot. Et tu rencontreras du coup l'ensemble de nos collaborateurs. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Merci à vous toutes, merci à vous tous pour votre fidélité. Merci Laurent. Nicolas Thébault sur LinkedIn si vous voulez poursuivre la conversation, lemaillot.com et à bientôt. Salut. Si cet épisode vous a plu, et j'espère que c'est le cas, je peux vous en recommander 2 autres dans des univers similaires. Le premier, c'est avec Moule, qui est l'un des plus grands, plus premiers vendeurs de culottes menstruelles en France, dans lequel Mehdi Zeroual, son cofondateur, m'explique en long, en large et en travers la verticale de la culotte menstruelle et comment il s'est développé pour être l'un des premiers acteurs en France. Puisqu'on a parlé de culottes menstruelles avec Le Maillot à l'instant. Je peux vous en recommander un autre, c'est le catch-up que j'ai enregistré avec Seagal, Seagle, Seagal, qui produit des vêtements techniques, qui vend des vêtements techniques pour un usage du quotidien. Super épisode, enregistré récemment avec son cofondateur Bertrand. Vous les trouverez dans le flux du panier sur YouTube ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt!